Nous vous remercions, Monsieur Limonier, de nous avoir ainsi éclairé sur cette thématique du cyberespace et de la cyberdéfense. Vous avez pu aussi démystifier finalement des idées reçues sur ces questions-là, notamment au niveau du hacking et des attaques informatiques entre les États, donc les idées reçues qui sont généralement émises là-dessus. D'un autre côté, vous avez aussi souligné l'importance finalement de ces questions de cyberdéfense et de conflits dans ce cyberthéâtre dans le monde post-soviétique, dans les relations géopolitiques dans le monde post-soviétique. Et pour ouvrir cette séance de questions, j'ai pensé judicieux de questionner justement cette stratégie russe dans le monde post-soviétique, et notamment dans le conflit ukrainien. Est-ce que vous pensez finalement qu'en dehors des attaques informatiques et de ce que vous avez souligné avant, donc les attaques contre les centrales, contre l'État ukrainien, est-ce qu'il n'y a pas aussi une stratégie dans le cyber pour la Russie qui impliquerait la question de l'image et la question de la propagande médiatique, notamment à travers les médias pro-russes en Occident, ou sur Internet, sur les réseaux sociaux, je pense à RT Russia par exemple, ou Sputnik. Est-ce que ça rentre finalement dans ces questions de cyberdéfense? Oui, tout à fait, puisque effectivement, si vous reprenez le modèle en couche que je vous ai évoqué tout à l'heure, il y a la couche très très haute du cyberespace qui est la couche des producteurs de contenu, et c'est bien celle sur laquelle on va trouver des gens qui produisent du contenu informationnel comme RT, Sputnik et les autres médias russes à vocation internationale. Je ne l'ai pas évoqué parce que justement j'attendais la question, je me suis dit bon, plutôt laisser la parole à la salle, mais effectivement c'est prévu. Et effectivement, vous avez donc aujourd'hui RT et Sputnik qui sont les deux voix de la Russie à l'étranger. Hein, c'est des médias qui émettent dans un certain nombre de langues. La patronne de tout ça, c'est la dame que vous voyez à l'écran, Margarita Simonyan, qui est la rédactrice en chef de RT et de Sputnik. Mais disons que ces médias-là ont plus une vocation internationale, surtout RT d'ailleurs, ont plus vocation à avoir un impact dans le monde occidental plutôt qu'en Ukraine. Sputnik, par contre, c'est une autre histoire, parce que Sputnik publie aujourd'hui dans je ne sais pas combien de langues, des dizaines et des dizaines de langues, d'accord. Et Sputnik a des bureaux, bien évidemment, en Géorgie, par exemple. Je ne pense pas qu'ils aient de bureaux en Ukraine, parce que les Ukrainiens les laisseraient s'installer, à mon avis. Mais ce qui est sûr, c'est que les contenus de Sputnik ignorent, bien évidemment, les frontières. Et il est fort probable que beaucoup d'Ukrainiens s'informent aussi grâce au contenu de Sputnik en russe, par exemple, et notamment la partie russophone de la population ukrainienne, qui vit plutôt à l'est du pays et qui est plus encline à, à reconnaître cette communauté de destin avec la Russie, plutôt que la partie occidentale de l'Ukraine, où les gens sont plus ukrainophones, c'est-à-dire parlent l'ukrainien et parlent moins le russe, d'accord, où on est plus des fervents défenseurs de la construction d'un État-nation ukrainien qui serait complètement différent de l'Empire russe, de ce que les Russes appellent le nationalisme centrifuge. Oui, ces médias-là ont une influence, Sputnik notamment. Il y a également des campagnes de désinformation qui sont menées par plusieurs biais, notamment en ayant recours à ce qu'on appelle des fermes de bots ou de trolls, c'est-à-dire en gros, vous savez aujourd'hui en Russie, à Saint-Pétersbourg, des boîtes qui sont spécialisées dans l'influence digitale, d'accord. C'est des stratégies qui sont issues du marketing, hein, tout ça. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que les Russes ont été les premiers à utiliser des stratégies issues du marketing pour faire de l'agite-prop, en fait, hein, faire de l'agitation-propagande, comme on le faisait dans les années 20, puisque l'agite-prop, c'est un truc qui a été beaucoup développé par Lénine. Une de ces stratégies consiste bien évidemment à rémunérer des gens, à les payer au nombre de tweets, par exemple, qu'ils vont faire, pour aller, troller une conversation, c'est-à-dire mettre la pagaille dans une conversation, faire éclater une communauté, harceler des gens, marteler un certain nombre d'éléments de langage, type les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien est un gouvernement fasciste, etc., etc. Ça, c'est une des stratégies. Une autre stratégie va consister à l'emploi de bots. Alors là, ce sont des robots. C'est-à-dire que ce n'est plus des êtres humains qui vont interagir sur les réseaux sociaux, mais ce sont des robots qui vont se faire passer pour des êtres humains. Alors soit ils se font passer pour des êtres humains et donc on a l'impression que les soutiens de la Russie sont beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont en réalité, soit ces robots vont être utilisés pour mettre en exergue certains contenus produits par les médias russes
en utilisant les algorithmes des réseaux sociaux, c'est-à-dire par exemple, vous savez aujourd'hui vous pouvez acheter des likes par exemple, pour 15 €, vous pouvez acheter même des amis sur Facebook, plein de choses. C'est exactement, ça c'est des bots, d'accord? Si vous achetez 15 amis sur Facebook, je vois pas l'intérêt, mais enfin bon, pourquoi pas, si vous achetez 15 amis sur Facebook, vous aurez 15 robots qui vont vous demander en ami. C'est exactement la même chose que font les Russes pour développer l'audience de leurs médias étrangers, puisque plus un contenu est liké et partagé, plus il va être visible, d'accord? Et inconsciemment, plus un contenu est liké et partagé, plus certaines personnes vont y accorder du crédit, d'accord? Donc il s'agit de gonfler artificiellement les statistiques pour pouvoir être plus visible que ce qu'on ne serait en réalité. Et puis il y a une troisième stratégie de manipulation qui est beaucoup plus pernicieuse, qui consiste à créer de toutes pièces des sites internet, des faux médias, qui vont avoir l'air d'être des journaux, par exemple, tout à fait légitimes. En Ukraine, ça se fait beaucoup, justement, il y a toute une opération russe pour créer de faux journaux, de faux sites d'information, qui vont en fait être tous administrés par les mêmes personnes, pour diffuser les mêmes éléments de langage sur des dizaines et des dizaines de sites différents. Ici, vous avez par exemple une capture d'écran d'une galaxie de sites qui a été détectée, sur laquelle nous on a travaillé, mais qui avait d'abord été détectée par le FBI, et où en fait vous avez ici des sites internet qui sont tous reliés entre eux, alors qu'en apparence ils sont différents. En apparence, c'est des trucs qui n'ont rien à voir les uns par rapport aux autres, d'accord? Vous avez même des trucs qui ne sont même pas des trucs d'actualité. Vous avez des sites qui sont des sites de météo, de trucs comme ça, mais tous ces sites vont être gérés par les mêmes personnes, qui vont faire des renvois de liens d'un site à l'autre pour ensuite, dans l'objectif final, que l'utilisateur, à un moment ou à un autre, soit confronté à des contenus favorables à la Russie, par exemple, ou qu'il soit confronté au message que l'on veut qu'il voit, d'accord? Et d'ailleurs, il y a d'autres stratégies qui existent, comme par exemple sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle l'astroturfing. L'astroturfing, qui consiste à créer des pages. Facebook a bloqué un certain nombre de pages, d'ailleurs, en Ukraine, qui pratiquaient cette stratégie, qui consiste à créer des pages qui n'ont a priori absolument rien à voir avec des enjeux politiques. Par exemple, une page pour vendre ses vêtements à Kiev, vendre ses vêtements vintage, ce genre de truc. Une page où ça va être les animaux, ce genre de choses, et qui vont en fait être toutes administrées par les mêmes personnes, puisque leur objectif est de créer des pages sur des sujets populaires, les chats par exemple, tout le monde sait qu'on aime beaucoup les chats sur Internet, et si vous créez une page sur les chats, très vite vous allez avoir 20 000, 50 000 likes, je ne sais pas combien, si vous vous débrouillez bien, vous allez arriver à beaucoup de likes, et progressivement, votre page sur les chats, vous allez commencer à parler politique. Vous allez commencer, si vous êtes un peu malin, alors vous ne ferez pas les chats, si vous êtes malin, vous prendrez par exemple, vous créerez une page, c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, vous créerez une page sur le bio, voilà, par exemple. Qui n'a pas envie de manger bio parce que c'est bon pour la santé? Tout le monde. Vous allez commencer par créer une page sur le bio, et puis progressivement, vous allez commencer à dire que les vaccins c'est pas bien, parce que les industries pharmaceutiques, elles vendent des vaccins, mais c'est un peu une honte, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Et puis vous allez dire qu'il y a une cabale des médecins contre l'homéopathie, que l'homéopathie c'est formidable, que tous ces médicaments faits par les industries pharmaceutiques, c'est vraiment horrible. Et progressivement, vous allez faire glisser votre discours dans le complotisme. Parce que ces questions sur les vaccins, sur l'homéopathie, qui peuvent être tout à fait légitimes, les gens peuvent se poser ces questions de manière totalement légitime, vont vous faire glisser progressivement dans une condamnation du système, dans une sorte de questionnement permanent, et ce qui est très bien, parce que c'est comme ça qu'on exerce son esprit critique, mais qui va être progressivement transformé en une sorte de complotisme où on va finir généralement par vous expliquer que le gouvernement mondial est assuré par des lézards. C'est des choses que j'ai déjà vues et entendues quelque part. Et il y a une sorte de fil qui relie tout ça, qui est bien évidemment la volonté de s'informer, la volonté de déconstruire la réalité, ce qui est tout à fait sain, mais qui peut être manipulé justement par des stratégies telles que celle de l'astroturfing.
Par exemple, aux États-Unis, j'arrête là-dessus, mais pendant la campagne de Donald Trump, enfin pendant la dernière campagne présidentielle américaine, on sait que les Russes ont créé des pages, Facebook par exemple, soi-disant féministes, soi-disant en soutien de la communauté noire afro-américaine. Et en fait, quand vous regardez ces pages-là, alors effectivement, au début, c'est des pages qui vont militer pour le féminisme, enfin voilà, pour l'égalité hommes-femmes, etc., machin, ou qui vont militer pour l'égalité des droits entre la communauté afro-américaine, les WASP, etc. Mais progressivement, ces pages-là vont commencer à devenir des caricatures d'elles-mêmes. Et progressivement, si vous regardez ces pages, vous allez rentrer dans une grande détestation des féministes. Parce que justement, ces pages-là sont administrées par des gens qui veulent discréditer les combats féministes et donc en faire des espèces de caricatures ou alors carrément provoquer des tensions raciales ou ce genre de choses, puisqu'on sait qu'il y a eu des émeutes, c'était à Charlottetown, dont on pense que certaines pages qui auraient appelé à la haine seraient administrées par des Russes. Voilà. Alors, merci pour votre réponse. Nous pouvons maintenant passer à une séance de questions. Donc, vous pouvez vous signaler en levant la main si vous avez une question à poser à M. Limonier. Alors c'est de nouveau moi, mais cette fois-ci j'aurais une question concernant justement le rapport qu'entretient la Russie avec le hacking. On présente souvent la Russie comme justement une instigatrice des opérations de hacking, mais on la présente en fait jamais comme une victime. Donc je me pose véritablement la question elle suit aussi une vaste campagne de hacking, par exemple en guise de représailles vis-à-vis de sa politique envers l'Ukraine, ou si elle en est préservée par justement ces grandes nations occidentales qui se veulent de préserver peut-être une certaine image d'intégrité. Je vous remercie de votre future réponse. C'est une question très intéressante parce que on a l'impression effectivement, vu d'ici, que la Russie attaque tout le monde et que c'est un peu l'ennemi numéro 1. Mais si vous allez à Moscou, ce que j'ai fait il y a peu, j'étais dans une réunion du ministère des Affaires étrangères russe, justement dédiée aux questions de cybersécurité. Et dans cette réunion, qui était animée par le conseiller personnel de Vladimir Poutine sur les questions de cybersécurité, il y avait eu un certain nombre d'experts, j'étais un des seuls occidentaux, il y a beaucoup de Chinois, beaucoup d'Iraniens, l'axe du mal, quoi, et quelques occidentaux, et j'ai été très surpris, enfin j'étais pas surpris, mais j'étais très amusé par la teneur des propos, où tout le monde insistait sur le fait que la Russie était aujourd'hui l'un des pays qui était le plus touché par des cyberattaques. Alors je ne pourrais pas vous sortir de chiffres, parce que je ne les ai pas en tête, mais si vous comptabilisez certains types de cyberattaques, les Russes s'en prennent véritablement plein la figure. Notamment des attaques sur les systèmes industriels, ce genre de choses. Donc les Russes, bien évidemment, ne sont pas à l'abri. Pourquoi ? Parce que, on va dire qu'une écrasante majorité des cyberattaques qui ont lieu aujourd'hui dans le monde sont quand même d'origine criminelle crapuleuse. Généralement, quand on fait une attaque informatique, c'est pour voler de l'argent, détruire un concurrent, ou ce genre de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la géopolitique. Enfin, pas grand-chose. En tout cas, qui n'ont pas à voir avec la stratégie des États. Et puis après, vous avez un certain nombre d'attaques informatiques qui, elles, oui, effectivement, vont être le fait d'États, même si, comme je l'ai expliqué, c'est très compliqué de relier des groupes de hackers aux intérêts étatiques de manière formelle, avec des preuves qui permettraient, par exemple, d'aller devant un tribunal international. Il y a des juristes qui travaillent là-dessus aujourd'hui. C'est quoi une preuve de cyberattaque si demain on doit traîner quelqu'un devant la CPI, le tribunal international? C'est des vraies questions. Et la Russie est aussi une victime de stratégie étatique. On sait par exemple que les Américains ont lancé une campagne de cyberattaque assez marrante d'ailleurs, assez évocatrice, contre les Russes au moment des midterms. Donc il y a peu, c'était les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et il se trouve que sur certains serveurs racines de l'Internet russe, c'est-à-dire certains des serveurs qui servent à gérer les connexions BGP. Donc exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez des serveurs qui sont extrêmement importants parce que c'est eux qui vont faire tout l'aiguillage. Si ces serveurs tombent, l'Internet russe est indisponible, par effet de domino. D'accord ? Et sur ces serveurs-là, quelques jours avant les midterms, sur tous ces serveurs a été apparu juste un fichier texte, un fichier .txt, qui avait été mis là par on ne sait qui. Et quand les Russes ont ouvert le fichier TXT, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un drapeau américain, avec marqué juste « If you mess with us, don't mess with us », ou quelque chose comme ça. C'est tout.
Voilà. Et on sait que cette attaque a été le fait des services américains, puisqu'ils l'ont eux-mêmes revendiqué. C'était l'idée, si vous voulez, de cette attaque, était de dire on a identifié vos serveurs racines, on sait y rentrer, on sait y uploader quelque chose, donc ne vous mêlez pas de nos élections, don't mess with us, ok, parce que sinon la prochaine fois, ça ne sera pas un fichier texte avec un drapeau américain, ça sera plus grave. Voilà. Donc, non, c'est vraiment aujourd'hui dans les deux sens. Et puis, pour finir sur cette réponse, pour être tout à fait honnête, il y a aujourd'hui un certain fantasme de la menace russe, hein, bien évidemment, puisque, encore une fois, on manque de preuves sur beaucoup de choses, et que l'idée aujourd'hui de faire de la Russie la menace numéro un pour tout un tas de choses, hein, même jusque dans les mobilisations qui ont lieu en France, certains semblent croire que la Russie aurait une influence sur le mouvement des Gilets jaunes, ce qui est à mon sens une erreur. Voire une lâcheté d'ailleurs, cette surinflation de la menace russe peut conduire à une mésestimation de l'adversaire, c'est-à-dire de le considérer comme beaucoup plus fort qu'il ne l'est véritablement, ou alors de le considérer fort là où il est faible et faible là où il est fort. Et ça, bon, c'est vieux comme le monde, hein. Sun Tzu en parlait déjà, Clausewitz et compagnie, dans l'art de la guerre, mésestimer son adversaire, c'est plutôt une mauvaise chose. Hein. Voilà. Bonsoir, je suis donc Coralie Gonera, une étudiante de 3e année en histoire. Donc vous nous avez dit que le gouvernement ukrainien avait par exemple bloqué le réseau social VK. Donc je voulais savoir, est-ce qu'on a d'autres actions qui ont été mises en place pour se détacher, que ce soit du réseau russe ou même du Runet plus généralement? En fait, il y a très peu d'actions qui ont été entreprises, si ce n'est voilà, progressivement de modifier la structure, comme j'ai dit, des tableaux de routage, ce genre de choses. Mais l'Ukraine ne peut pas faire grand-chose, en fait, parce que l'Ukraine est un acteur assez faible, en fait, de l'Internet mondial. La situation géographique de l'Ukraine fait que, de toute manière, c'est un pays qui est voué à être un pont entre l'Est et l'Ouest dans les transits des données, d'accord, même si beaucoup de données aujourd'hui passent par les câbles qui sont au fond de la Baltique et qui remontent donc sur Saint-Pétersbourg, Stockholm, Copenhague et Londres. L'Ukraine est une de ces voies de passage entre l'Est et l'Ouest, et aujourd'hui, une partie de l'Ukraine enfin, dans une partie de l'Ukraine, les données passent par la Russie. Il n'y a pas d'autre solution. Surtout que le réseau ukrainien, d'ailleurs, tout comme le réseau russe, est un réseau extrêmement chaotique et, passez-moi l'expression, complètement bordélique. Si je remets mon graphe, voilà celui-là, vous vous rendez compte que sur la totalité des systèmes autonomes du monde, eh ben, en fait, il y a quand même pas mal de systèmes autonomes ukrainiens et russes, d'accord ? Alors que ce n'est pas des pays qui, en termes de population, sont extrêmement importants par rapport à la Chine, à l'Inde, qui sont minuscules, on ne les voit même pas, là, parce qu'ils ont très peu de systèmes autonomes, sont très contrôlés, etc. etc. Ou la France, il y en a très peu. Pourquoi est-ce que l'Ukraine et la Russie ont des systèmes autonomes aussi foisonnants? Eh bien, tout simplement parce que leur Internet s'est développé de manière complètement anarchique dans les années 90, d'accord ? Chacun créait son système autonome, chacun créait son truc. Il y a aujourd'hui, par exemple, en Russie, 13 000 fournisseurs d'accès à Internet. 13 000. En France, il y en a combien? Je ne sais pas, 10. Si on compte les SFR, oui, machin, etc. En Russie, vous en avez 13 000. Pourquoi? Parce que vous avez des fournisseurs d'accès à Internet municipaux. C'est-à-dire, c'est comme si à Mulhouse, ou même dans les villages alentours de Mulhouse, dans certains villages, il y avait un fournisseur d'accès à Internet, mais que pour le village. Vous voyez? Une sorte de free local. C'est ce qui se passe en Ukraine et en Russie aujourd'hui. Donc ce sont des réseaux extrêmement complexes, extrêmement anthropiques, au contraire par exemple du réseau français qui est très centralisé et très rationalisé. Pourquoi? Parce qu'il a été totalement construit et géré par France Télécom. À l'époque où France Télécom était encore une entreprise publique, et donc c'est un truc qui a été fait du haut vers le bas, de manière très colbertiste et très jacobine. Tandis qu'en Ukraine, ça s'est fait de manière totalement anarchique, et donc il est très difficile de contrôler cette anarchie. D'ailleurs, les Russes ont de gros problèmes, puisque les Russes peuvent aujourd'hui proclamer sur tous les toits qu'ils veulent un Internet souverain, qu'ils veulent se séparer du net mondial et avoir le contrôle de ce qui rentre et ce qui sort sur leur territoire. Vu la complexité de leur topologie, c'est-à-dire la complexité de leur réseau, c'est quasiment impossible de contrôler ce qui rentre et ce qui sort. D'accord ? Donc il y a les discours et puis il y a la réalité des faits. Voilà.
Bonjour, Mathilde Brand, étudiante en lettres et histoire. J'aurais une question qui porte sur les moyens qu'a mis en place l'Ukraine pour se protéger de ces cyberattaques. C'est-à-dire, vous voudriez que je vous parle des contre-mesures mises en place par l'Ukraine? Il y en a très peu en fait. Il y en a très très peu parce que, encore une fois, les Ukrainiens subissent beaucoup. Il faut dire que l'Ukraine est devenue effectivement depuis quelques années un terrain de jeu pour les Russes qui testent tout un tas de cyberarmes parce qu'ils savent qu'en Ukraine, il n'y aura pas vraiment de représailles. Parce que l'Ukraine est un État malheureusement faible, d'accord, qui n'a pas beaucoup de moyens pour retaliate, pour répliquer, d'accord. Au contraire d'États comme les États-Unis ou même la France, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 semaines, notre ministre des Armées, Florence Parly, a dévoilé la stratégie offensive cyber de la France, qui est très très claire, qui est si vous nous attaquez, on va vous faire très très mal en retour. Ça, c'est la dissuasion à la française. Mais malheureusement, des États comme l'Ukraine ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont complètement empêtrés dans leur histoire de guerre civile et il n'est pas raisonnable pour l'Ukraine de répliquer à une agression russe parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens. D'accord? Et là, je voudrais juste insister sur une chose qui est que aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, et pour la plupart des doctrines militaires, une cyberattaque est considérée sur ce qu'on appelle un opérateur d'intérêt vital, c'est-à-dire une centrale électrique, tout ce qui est d'intérêt vital, réseau de distribution d'eau, tout ça. Une attaque sur un opérateur vital est considérée comme un acte d'agression manifeste. Un acte d'agression manifeste, c'est exactement la même chose que de faire rentrer des soldats étrangers sur un territoire, étranger, de tuer des gens, d'occuper, je sais pas, un village ou une région. C'est exactement la même chose, d'accord? Sauf que dans la plupart des pays du monde, un acte d'agression manifeste ouvre la voie au droit à répliquer. C'est ce qu'il y a dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire que quand un État est attaqué, normalement, il peut se défendre en cas de légitime défense. Sauf que dans certains pays du monde, dont la France, lorsque nos intérêts vitaux sont attaqués, si vous lisez le livre blanc de la défense nationale français qui est la doctrine militaire de la France, théoriquement, une cyberattaque sur un opérateur d'intérêt vital suffisamment important pourrait déclencher une réplique française proportionnelle qui peut aller jusqu'à la riposte nucléaire. Théoriquement. On espère que ça ne sera jamais le cas. D'accord ? Mais ça pose aussi un problème de stabilité du monde, ça. Puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il était impossible de prouver par A plus B d'attribuer de manière technique une cyberattaque, donc on ne peut jamais être sûr à 100% de qui est derrière la cyberattaque. Donc si demain vous avez un opérateur d'intérêt vital français qui est attaqué, mettons, qui met hors d'état de fonctionner toutes les centrales nucléaires françaises, mettons, ok, cet acteur se fait passer pour la Russie, mettons. La France va vouloir répliquer contre la Russie. Et donc ça va provoquer une escalade militaire qui peut aller très très loin. Mais si ça se trouve, c'est pas la Russie, on n'en sait rien, d'accord ? Donc c'est aussi pour ça qu'il est très compliqué de répliquer à des cyberattaques. Il y a ce qu'on appelle le hackback, c'est-à-dire ça c'est une stratégie qui est mise en place par pas mal d'entreprises aujourd'hui, qui est que si vous nous hackez, on vous hack en retour. Voilà. Mais encore faut-il arriver à identifier les personnes qui sont en face de vous, et aujourd'hui il est vrai que l'Ukraine n'a pas les moyens de faire ça. J'ai 3 questions. La première, c'est sur la carte du monde des réseaux sociaux. Est-ce qu'on est capable de la faire à une échelle plus fine? Non. Justement, la question, c'est non, parce que cette belle carte du vote ukrainien, est-ce qu'on retrouve une carte identique avec les contacts et Facebook? Ça, c'est pas moi qui l'ai faite, cette carte. Et aujourd'hui, les seuls outils qu'on a pour faire de la métrique, c'est de l'audience, c'est de l'audimat, ça, c'est des outils comme Alexa. Et les outils comme Alexa ont une granularité normalement au niveau du pays. Parce que si tu vas à un niveau plus grand, à une échelle plus grande, tu vas vite être confronté à un problème technique qui est celui de la géolocalisation des adresses IP. On
arrive aujourd'hui à géolocaliser des adresses IP au niveau des États parce qu'elles sont en fait il y a des plages IP qui sont dédiées à des pays, donc ça c'est pas un problème, mais c'est du déclaratif d'ailleurs. Par contre, si tu veux préciser le géoréférencement au niveau vraiment régional, voire municipal, il y a des algorithmes qui existent aujourd'hui, il y a notamment une boîte qui est spécialisée là-dedans, mais il y a une marge d'erreur qui est absolument gigantesque. Et donc les résultats seraient forcément pas très pertinents. La deuxième question, elle est sur. Avant, tu as parlé des réponses, tu as expliqué que l'Internet ukrainien était bordélique. Le réseau ukrainien du coup, physique, il est créé post-90. Il n'y a pas d'héritage politique du réseau Internet ukrainien? Si. Merci pour la question, parce qu'effectivement, j'ai pas du tout parlé de l'histoire de l'Internet soviétique, on en parlait un petit peu. Pendant longtemps, même jusqu'à il y a peu en France, une grande partie du réseau Internet passait par le réseau téléphonique. La vieille époque, on avait des réseaux, des modems 56K qui faisaient du bruit quand on se connectait. Je pense que les gens qui sont en licence ici ont connu ça dans leur tendre enfance. Nous, on a connu ça quand on était ados, voire un peu après. À l'époque, ça passait par le réseau téléphonique. Et bien évidemment, pendant longtemps, donc, c'est le réseau téléphonique qui a été le support de transfert, de la circulation des données. C'est que progressivement, on a eu des dorsales fibre optique dédiées pour faire transiter la donnée beaucoup plus rapidement. Et jusqu'il y a peu, jusqu'en 2014, en fait, il n'y avait pas trop de problème à tirer des dorsales fibre optique entre l'Ukraine et la Russie. Donc en fait, tu as une infrastructure qui est extrêmement liée à la Russie, même pour des raisons historiques, puisque aujourd'hui, on sait qu'il y a un endroit physique à Moscou, qui s'appelle le Hub M9, qui est un endroit, donc c'est un data center dans lequel tu as plein de serveurs, d'accord. Et cet endroit, c'est un endroit par lequel, je suis un peu fatigué, transitent à peu près 90% des données qui circulent dans l'espace post-soviétique. Pourquoi? Eh bien parce que, en 88, un ingénieur de l'Institut de recherche nucléaire Kurchatov, qui était l'Institut de recherche nucléaire principal de l'Union soviétique, décide de créer son fournisseur d'accès Internet. On est en 88, on est en pleine perestroïka, la libre entreprise vient d'être autorisée. Cet ingénieur a réussi à mettre la main sur un modem qu'il a acheté à l'Ouest, et il s'est dit, j'ai un ordinateur, j'ai un modem, et j'ai même une ligne internationale automatique, ce qui était un privilège à l'époque, puisque quand vous les appeliez de l'URSS vers le monde extérieur, jusqu'à la chute de l'URSS et même un peu après, c'était des opératrices manuelles. C'était une personne qui branchait, vous savez, comme dans les vieux films. Sauf pour les hauts dignitaires du parti qui bénéficiaient d'un système qu'on appelait la Virtushka, qui était un système de ligne automatique vers l'international. Et donc cet ingénieur, M. Soldatov, avait réussi à obtenir une ligne automatique en magouillant un peu dans l'administration. Donc il avait un modem, il avait un ordinateur, il avait une ligne automatique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un serveur et il a créé des ponts entre son ordinateur à lui, qui était connecté à un serveur, son ordinateur était à Moscou, mais il était connecté à un serveur en Finlande qui ensuite répliquait le signal dans le reste du monde. D'accord? Et donc comme ça, il a réussi à toucher à peu près 800 clients avant la chute de l'URSS, 800 personnes, 800 institutions plutôt, parce que c'était beaucoup trop cher pour des particuliers à l'époque, qui se sont abonnés à l'entreprise de M. Soldatov et qui payaient pour pouvoir avoir accès à distance à son ordinateur, qui lui-même avait accès au réseau occidental. D'accord? Et donc c'est comme ça qu'est né le premier fournisseur d'accès Internet de Russie, qui s'appelait Relcom, d'ailleurs, Real Legal Communication, qui était d'ailleurs le dépositaire du nom de domaine .su, qui existe toujours aujourd'hui. .su, Soviet Union, l'Union soviétique existe encore dans le cyberespace, puisque le .su existe encore, et d'ailleurs c'est un gros sujet de tension entre la Russie et l'ICANN, qui est l'organisme de régulation des noms de domaine, parce que les Russes ne veulent pas supprimer le .su, alors que l'ICANN aimerait beaucoup le supprimer. Et puis c'est une sacrée machine à cash pour certaines personnes, puisque le .su aujourd'hui est vendu à peu près $70 par an, quand un .com est vendu à peu près 15-20 $. Moi j'avais rencontré le responsable du .su à Moscou dans une base militaire,
Et je demande au type, je lui dis mais qu'est-ce que vous faites de tout cet argent vu que vous ne payez même pas de redevance à l'ICANN, parce que l'ICANN ne reconnaît pas le point FU, vous en faites quoi de cet argent? Il dit on finance des formations, des sensibilisations pour les jeunes, tout ça. Bon, très rapidement compris qu'il y avait, comment dire, il y avait toute une combine pour gagner de l'argent derrière. Et Raycom, donc Monsieur Soldatov, avait installé son serveur dans son bureau. Et son bureau était situé dans un bâtiment appartenant à l'Institut de recherche pour Chatov, en banlieue de Moscou, qui s'appelait le M9. Et quand l'Union soviétique s'est cassée la figure et que le système s'est libéralisé et que, bien évidemment, Internet a commencé à se développer, où est-ce que se sont installés les autres serveurs qui sont arrivés plus tard? Et bien, à côté de celui de M. Soldatov, puisque c'était lui qui était connecté en premier, donc on vient se connecter à côté, on branche, on fait les branchements, etc. Et puis très rapidement, dans le bureau de M. Soldatov, il y a eu 10, 20, 30 serveurs, et puis ça a pris tout l'étage, et puis ça a pris tout le bâtiment, et puis ce M9 est devenu un bâtiment central du réseau. Mais ça s'est fait de manière complètement anarchique et chaotique, et aujourd'hui, une partie du réseau ukrainien passe encore par ce M9, tout simplement parce que M. Soldatov, en 88, avait son bureau là. Tu vois, donc il y a des espèces de permanences historiques comme ça qui sont assez amusantes et qui expliquent aussi un certain niveau d'interdépendance entre la Russie et l'Ukraine, puisque le réseau téléphonique est très dense entre les deux pays et était pendant très longtemps de bien meilleure qualité que le réseau téléphonique international qui reliait l'Union soviétique au reste du monde. Et il faut attendre à peu près 2005 pour que de nouvelles dorsales fibre optique soient ouvertes qui règle le problème de la qualité de la bande passante entre l'ex-URSS et le reste du monde. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, j'aimais bien jouer en réseau, des jeux comme Counter-Strike, par exemple. Et sur Counter-Strike, avant 2005, quand il y avait des Russes sur les serveurs, on les bannissait. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient laguer la partie, ils faisaient ralentir le jeu, parce qu'ils avaient une mauvaise qualité, une mauvaise vitesse de connexion entre leur pays et notre pays. Et c'est pour ça que les Russes jouaient sur leur propre serveur, tout seuls dans leur coin. Et c'est aussi, à mon avis, pour ça que s'est développée une véritable culture russe du gamer, qui est complètement différente de la culture occidentale du joueur, parce que pendant très longtemps, ils ont joué sur leur propre serveur. Ils ne pouvaient pas jouer avec les autres, puisque les connexions étaient beaucoup trop mauvaises. Donc, ils ont joué entre eux. Voilà. Un petit peu d'histoire soviétique. Et j'ai une dernière question. Après l'affaire Snowden, en Russie, on a une politique de construction de data center. Oui. Est-ce qu'on l'a aussi en Ukraine, de construction de data center, du coup de boîtes françaises, américaines qui en profitent pour aller en Ukraine construire des data centers? Construction de data center, j'en ai pas entendu parler, mais je regarde pas trop le cas ukrainien en ce moment. Par contre, c'est vrai que l'Ukraine essaye d'attirer des investisseurs occidentaux, et notamment européens, français, allemands, etc. D'ailleurs, certains voient l'Ukraine un petit peu comme la future Roumanie ou Bulgarie de l'UE, puisque c'est aujourd'hui en Bulgarie, en Roumanie, que beaucoup de boîtes françaises, allemandes, britanniques vont délocaliser leur développement informatique. Parce que payer un codeur bulgare, ça coûte beaucoup moins cher que payer un codeur français. Et à terme, les Ukrainiens aimeraient bien devenir un petit peu ce que sont aujourd'hui les Bulgares et les Roumains, c'est-à-dire une sorte d'atelier de développement de l'Europe. Il y a des incubateurs de start-up qui commencent à se monter dans l'est de l'Ukraine, mais la situation économique du pays est tellement catastrophique que pour le moment, l'attractivité du pays est quand même assez faible, mais la France investit. La France investit beaucoup. J'ai vu que la France venait d'inaugurer d'ailleurs des infrastructures du côté de Mariupol. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour des data centers. Peut-être qu'il y a des projets, franchement j'en sais rien, mais j'ai du mal à voir quel serait l'intérêt économique réel d'aller mettre des data centers en Ukraine. Je vois pas trop. C'est plus de la main d'œuvre qu'autre chose qu'on va aller chercher en Ukraine. Ouais. Bonsoir, je suis Manon Cardo, L3 en histoire. Et j'avais une question. Au début, vous nous avez parlé des symboles de la culture russophone. Et je voulais savoir s'il y avait des symboles de la culture ukrainienne. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr, tout à fait. Il y a tout un panthéon littéraire ukrainien, ukrainophone. L'un des plus connus, des auteurs ukrainiens les plus connus, c'est Taras Shevchenko, auteur ukrainien du 19e siècle. Il faut savoir que, comme dans beaucoup de... Vous êtes en histoire, donc je pense que vous avez déjà étudié
pas mal l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil des nationalités au XIXe siècle, et l'Ukraine n'a pas fait exception à ça, puisque justement c'est au XIXe siècle que, comme dans la plupart des États européens, l'idée nationale ukrainienne s'est construite à la faveur de l'action de certains intellectuels et de certains écrivains, de certains créateurs, comme Shevchenko, mais comme d'autres. Mais pendant tout le XIXe siècle, cette culture ukrainienne, cette ukrainité, je dirais, s'est développée dans un empire russe relativement pacifié, où, comment dire, le développement de culture nationale autre que la culture russe ne posait pas de problème spécial, puisqu'on était justement dans une réalité impériale où il y avait une sorte de respect des cultures nationales. Vous voyez, ça n'est qu'après que c'est devenu un problème, et avec l'éveil justement du nationalisme ukrainien, même d'ailleurs pendant la guerre civile ukrainienne, pendant la guerre civile russe, avec des mouvements anarchistes très très particuliers et très spécifiques à l'Ukraine, comme par exemple ce qu'on a appelé la Makhnovщина, c'est-à-dire la bande à Makhno qui était un chef, je ne sais pas comment on peut le qualifier, c'était un chef de guerre ukrainien qui s'est battu à la fois contre les Russes blancs, c'est-à-dire les troupes impériales, enfin, en tout cas les lambeaux de troupes impériales qui sillonnaient l'Ukraine à l'époque, et à la fois contre les bolcheviks. D'ailleurs, vous pouvez lire, si ça vous intéresse la culture ukrainienne, regardez un petit peu Makhno et toute la culture anarchiste ukrainienne du début du XXe siècle, c'est vraiment vraiment intéressant. Mais c'est un pays extrêmement complexe, l'Ukraine, où je dirais que le marqueur de l'ukrainité, enfin le marqueur d'une identité nationale ukrainienne n'est pas forcément le seul déterminant d'une appartenance aujourd'hui à la communauté nationale, à la communauté imaginée ukrainienne. C'est beaucoup plus compliqué que ça, vous voyez. C'est pas simplement les ukrainophones qui se sentent ukrainiens et les russophones qui se sentiraient complètement écartés de l'Ukraine et de la construction nationale de l'Ukraine aujourd'hui, puisque de toute manière, la plupart des ukrainophones parlent russe, d'accord. La réciproque n'est pas forcément vraie. Beaucoup de russophones qui ne parlent pas ukrainien, mais vous avez aussi des gens qui parlent ce qu'on appelle le sourjik. Le sourjik, c'est une sorte de langue un peu bâtarde, qui est un mélange de russe et d'ukrainien. Beaucoup de gens qui parlent ça, c'est un mélange, c'est comme une sorte de franglish, je dirais. Beaucoup de gens pratiquent cette langue au quotidien, ce qui montre que les identités, les langues, les cultures sont extrêmement imbriquées les unes dans les autres. Et dernière précision là-dessus, il faut savoir que la Russie impériale avait pour tradition et stratégie de digérer les noblesses locales. C'est-à-dire que les élites locales des peuples qui avaient été soumis à l'Empire étaient progressivement digérés et incorporés dans l'aristocratie pétersbourgeoise. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez notamment toutes les grandes familles de ce qu'on appelait les germano-baltes, les barons baltes, qui ont été intégrés dans la noblesse russe. C'est pour ça que dans la noblesse russe, vous avez beaucoup de von machin avec des noms allemands. Vous avez également des noms géorgiens, par exemple les Bagration, qui étaient une très grande famille aristocrate impériale russe. Bagration, qui était un des généraux qui s'est battu contre Napoléon en 1812, faisait partie de la noblesse géorgienne. Et cette intégration des élites, elle a aussi marché pour l'Ukraine. Alors, c'était pas au niveau de la noblesse, bien évidemment, mais au niveau des élites, il y a eu, il y avait un transfert absolument naturel. Donc les marqueurs de l'identité ukrainienne sont extrêmement riches et variés, suivant le sens que vous mettez à l'Ukraine et le sens politique que vous voulez lui donner. État-nation, parti, une espèce de communauté imaginée, un peu entre les deux, c'est très compliqué. Bonjour. Donc, Alfio Giulio, en L3 Histoire. En fait, ma question portait sur les cyberattaques. En fait, en Ukraine, on présente souvent l'Ukraine comme un pays vraiment seul face à la Russie, malgré le fait que les cyberattaques russes ciblent finalement des pays comme les États-Unis ou les pays membres de l'UE, etc.
Donc ma question est la suivante, pourquoi l'Occident, globalement, n'a pas aidé l'Ukraine contre ces attaques de hacking? Peut-être y a-t-il une aide, je ne sais pas, mais si ce n'est pas le cas, pourquoi? Alors, je pense qu'une des raisons majeures, c'est, qui commence à changer d'ailleurs, mais c'est l'absence d'une communauté ukrainienne de la cybersécurité suffisamment mature pour pouvoir être prise au sérieux par le gouvernement et pour pouvoir mettre en place des coopérations internationales. Vous voyez, là, on est dans des détails techniques, on est vraiment dans la technique des relations internationales, mais c'est intéressant. Par exemple, vous savez que dans la plupart des pays aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas, j'en sais rien, mais dans la plupart des pays aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des CERT, comme des centres Center for Emergency Response Team, qui sont en fait des équipes de réponse rapide en cas de cyberattaque. Et vous avez un CERT ou plusieurs d'ailleurs par pays, mais généralement les agences de sécurité de l'information nationales ont un CERT. Et tous ces CERT partagent leurs informations. Par exemple, oui, nous on a été attaqué par un tel, machin, etc. Et ça circule. Pendant très longtemps, l'Ukraine n'a pas eu de CERT, par exemple. Parce que faire carrière dans l'administration ukrainienne, quand vous savez coder, quand vous savez développer, quand vous êtes bon en informatique, vous n'allez pas dans l'administration ukrainienne. Vous partez d'Ukraine, vous allez vous installer aux États-Unis, en France, en Israël, vous allez gagner 10, 20, 30 fois plus que ce que, sans exagérer, que ce que vous gagnez en Ukraine. Et ceux qui restent en Ukraine, bien évidemment, ne sont pas les plus compétents. Voilà, donc il y a un vrai problème de compétence, un vrai problème de garder les cerveaux, entre guillemets, mais qui existe en France aussi. Par exemple, aujourd'hui, l'état-major de cyberdéfense français ou des services de renseignement ont du mal à recruter des spécialistes en cybersécurité parce que les gens sont embauchés à des salaires beaucoup plus importants chez Google ou chez des boîtes qui ne sont pas du tout sur les grilles salariales de la fonction publique. Vous voyez, quand vous sortez d'école, quand vous sortez de la fac et qu'on vous propose un premier job à 5 000 balles par mois, vous n'allez pas prendre un job dans la fonction publique où c'est 1 700 € le premier salaire. Vous voyez, voilà. Donc c'est des questions très très terre à terre, mais qui permettent d'expliquer aussi le fait que voilà, l'Ukraine ne peut pas forcément répondre et qu'il y a une difficulté à mettre en place une coopération internationale. Et surtout, il y a une dernière chose, qui est que l'Ukraine ne fait ni partie de l'Union européenne, ne fait pas partie de l'OTAN, ne fait partie d'aucune des infrastructures internationales de garantie de la sécurité collective gérées par les Occidentaux, si vous voulez. Ce qui pose des problèmes, puisque ça veut dire que l'Ukraine est complètement laissée en dehors des discussions. L'OTAN, par exemple, a des discussions énormes sur la cybersécurité. Hein. Ils ont un centre d'excellence à Tallinn, enfin bon, il y a tout un tas de trucs qui se passent. L'Europe commence à s'y intéresser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une des voies qui s'offrent aux Ukrainiens pour pouvoir collaborer plus en matière de cybersécurité avec leurs partenaires occidentaux, c'est la politique de voisinage européenne. Puisque même si c'est pas demain la veille que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, bien évidemment, au titre de la politique européenne de voisinage, il peut y avoir des échanges qui se mettent en place entre spécialistes, etc. Mais il faut d'abord créer une communauté, il faut d'abord créer un réseau de gens qui se connaissent. La cybersécurité, c'est pas beaucoup de gens en fait. C'est un petit nombre de personnes, c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Et si vous voulez créer vraiment une résilience de l'Ukraine dans le cyberespace, il faut qu'il y ait cette communauté de gens qui soient capables de partager de l'info, qui se connaissent, voilà, c'est des êtres humains avant tout. Hein, les administrations, les relations internationales sont faites par des êtres humains, et s'il n'y a pas ce lien humain-là, c'est très compliqué. Voilà. Nous pouvons, je pense, désormais clôturer cette séance de la Forge de l'Histoire. Alors, nous vous remercions encore une fois, M. Limonier. Merci pour votre attention et pour votre organisation. Voilà. Merci à vous, surtout de nous avoir fait don de votre présence et de votre travail sur ces questions de cyberdéfense et dans le monde post-soviétique, notamment en Ukraine. Nous pouvons aussi remercier M. Théva Meyer, donc le professeur encadrant sur cette séance de la Forge de l'Histoire.
mais aussi novatrice et l'Université de Haute-Alsace pour l'organisation finalement de ce cycle Révolte et Révolution de la Forge de l'Histoire. Et merci aussi à l'auditoire d'être venu ce soir pour assister à cette conférence. Nous vous invitons par ailleurs à venir à la conférence suivante qui aura lieu ici même la semaine prochaine, donc jeudi 7 février à 17h, et qui portera sur une analyse comparative en fait, des révolutions de 1848 en France, en Allemagne et en Suisse, faite par Quentin de Guermouze. Merci encore donc et bonne soirée.